après tant d'années, le A7S3 est enfin là. J'ai pu l'essayer durant ces derniers jours. Je suis parti en hélicoptère, j'ai cassé des filtres, j'ai shooté la nuit, j'ai sauté de pont. Enfin bref, j'ai testé tout ce qu'il y a de plus important pour toi et je vais partager avec toi dans cet épisode si finalement un A7S3 est un bon investissement, si tu peux l'utiliser pour la photo, si tu devrais le garder que pour la vidéo ou si tu devrais plutôt t'orienter sur un A7 III qui, bien entendu, va être la question la plus posée en 2020. Allez hop, c'est parti, si tu es prêt, on va commencer tout de suite. Fun in full darkness, 51,000 ISO. Good morning tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors oui, ça y est, le A7S3 est là. J'ai eu la chance de l'essayer depuis plusieurs jours. On a fait de l'hélicoptère, on est allé shooter la nuit, on a cassé des filtres, enfin bref, incroyable. J'ai hâte de parler un petit peu de ce boîtier, de le comparer surtout au A7R3 et au A7 III, lequel est le mieux. On va parler de tout ça. Mon nom est Pierre, je suis un photographe d'aventure et de voyage. Alors oui, c'est pas hyper tendance dernièrement. Et je suis aussi le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Et je tiens à te dire tout de suite que cette petite partage d'expérience vaut franchement le coup parce que les limites techniques sont vraiment repoussées sur ce boîtier et j'ai hâte de t'en parler. Alors, on va parler d'ergonomie, on va parler un petit peu de caractéristiques techniques, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. On va comparer des photos que j'ai prises sur les différents appareils et surtout, on va répondre à la question essentielle, lequel est le plus adapté pour tes besoins. Alors, si tu es prêt, on va se caler juste là et ça va être top. Premièrement, parlons de l'ergonomie. L'ergonomie est très proche du Sony A7R4. Alors le A7R4 a une ergonomie différente du A7R3 et du A7 III. Le corps de l'appareil est devenu plus gros, les boutons sont finalement ressortent beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus facile à appuyer, très agréable. Mais la grosse différence sur le A7R III, c'est qu'on a un petit écran pivotable. Et oui, c'est-à-dire que vu que c'est un appareil premièrement fait pour la vidéo, c'est ce qu'il faut savoir, hein, c'est premièrement fait pour la vidéo, on va être capable de se filmer tout seul et de voir le rendu ou alors de mettre l'appareil sur un trépied si on fait des segments où on parle par exemple et ça te permet d'avoir un retour d'information direct et c'est ultra pratique. C'est vraiment quelque chose qui manquait et je trouve que Sony fait vraiment du bon travail finalement en termes d'écoute des consommateurs et de mise en place finalement de toutes ces modifications. Avant que je continue à dire du bien des appareils, je tiens juste à dire que je ne suis pas sponsor par Sony. Cet épisode n'est pas sponsor par Sony, personne ne m'a payé. Cet épisode est en fait sponsorisé par ma propre formation, la méthode de 30 jours pour des photos pro que un bon nombre d'entre vous ont déjà suivi, qui a marché pour des centaines d'étudiants. Tu pourras checker, le lien est dans la description. Si tu veux vraiment changer la manière dont tu photographies, non pas en termes de matos, mais je parle de tout ce qui se passe dans ton cerveau. Alors ensuite, en plus des boutons, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle méthode d'ouverture de la partie avec la carte mémoire, tac, voilà comme ça. Et on a deux nouvelles cartes mémoire qui peuvent se mettre dedans. Les CF Express A, qui sont des cartes mémoire qui vont être plus rapides que les cartes SD. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre les CF Express ou les SD. J'aime vraiment cette option d'avoir une rétrocompatibilité finalement avec les cartes mémoire qu'on a peut-être dans notre parc actuel. Deuxième chose à savoir, c'est que tout est tactile maintenant. Les menus sont tactiles. Tu peux taper à n'importe quel endroit et suivre un sujet.
Ça, c'est assez incroyable comme fonction, c'est juste top. On parlera de l'autofocus après qui est juste excellent. Les menus ont été redesignés, c'est-à-dire que tout a changé dans les menus. Et si vous voulez, je vais mettre, je pense, un blog post bientôt, je le mettrai dans la description, avec comment j'ai configuré mes menus pour le A7S III. Et comme ça peut être plus simple. Je vais peut-être même essayer de mettre le fichier config disponible au téléchargement pour vous gratuitement à voir si j'y arrive. En tout cas, les menus ont changé et ce que j'adore, c'est qu'on peut enfin changer la manière dont le nom des fichiers sont enregistrés pour les vidéos. C'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer des noms de fichiers et de recommencer à 0 à chaque fois ou à chaque changement de carte mémoire, ce qui était vraiment un des gros problèmes sur le A7 III, par exemple, tu peux enfin dire, par exemple, on va mettre la date et ensuite un chiffre unique et ce chiffre ne se remet pas à 0 à chaque changement et c'est tellement pratique. Moi, ça me fait gagner du temps dans mon workflow. Ensuite, Connectic, ça a changé un petit peu l'organisation. On a une prise HDMI plein format. On a la petite prise micro qui est pour le microphone qui est en haut. Voilà, ensuite, toujours pareil, on a USB-C, on a la prise multi et on a la prise d'écoute du casque. Dernière chose à savoir, il y a un petit clic si tu veux bloquer la compensation d'exposition, ce qui est très pratique. C'est aussi sur le A7R4 et je trouve ça super. Maintenant, en termes de quand tu regardes dans ton appareil, c'était quelque chose que j'avais dit à l'époque quand j'avais parlé de la différence entre les réflexes et les hybrides, c'est que les œillets électroniques ne sont pas toujours au top. Et enfin, on a un œillet électronique qui, quand tu regardes dedans, tu as l'impression que finalement c'est encore mieux que dans la réalité. Et la définition a été augmentée et de nos jours, c'est waouh, c'est incroyable. Tout de suite, tu peux voir ce que tu shootes. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose de vraiment hyper important, qui est finalement nos caractéristiques un petit peu techniques. Tout de suite, je t'invite à regarder cette photo qui a été prise à ISO 51000 et c'est juste du délire. On n'a pas l'impression, la photo rend bien. Je trouve que le bruit finalement dans l'image ressemble plus à un grain qu'on aurait dans des photos argentiques plutôt qu'à un bruit digital et je trouve ça assez incroyable. C'est la vraie force du A7S III, ça va être justement de venir faire de la lumière basse, de prendre des photos à très basse lumière et d'avoir un rendu qui est excellent. Donc que ce soit pour la partie vidéo, quand on était dans l'hélicoptère, j'ai réussi à prendre de la vidéo quand j'étais à ISO 51000 et je trouve que ça rend très bien. Ou alors que ce soit des photos, ça m'a permis d'avoir finalement une vitesse d'obturation élevée, de prendre des photos à ISO 40000 ou 50000, choses que je n'aurais jamais fait avant. Et je trouve que avoir cette opportunité en fait finalement créativement t'ouvre de nouvelles portes et t'apporte quelque chose que tu n'aurais pas en temps normal avec les autres appareils. Alors maintenant, A7 III contre A7S III contre A7R III, voici la même photo prise avec les trois appareils différents. Est-ce que tu peux faire la différence? Oui et non quand on zoome à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le A7S III, j'ai pu en fait pousser les ISO encore plus loin que sur les autres photos. Je suis allé jusqu'à plus de 100 000. Donc vraiment, si tu cherches un appareil pour la basse lumière, ça va être le A7S III. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un appareil orienté vidéo et du coup, la résolution de l'appareil est relativement faible. On parle de 12 mégapixels et il y a beaucoup de gens auxquels ça fait un petit peu peur en termes de photos parce que les gens se disent mais je pourrais pas imprimer immense, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas venir finalement zoomer dans mon image après. Alors oui, c'est un désavantage 12 mégapixels, mais c'est aussi un énorme avantage parce que chaque pixel est plus gros, ce qui nous permet d'avoir plus d'informations, ce qui nous permet de mieux les travailler. C'est pour ça qu'en lumière basse, c'est une bête. Si tu avais 40 millions de pixels ou 60 millions de pixels, finalement, chaque pixel reçoit un petit peu moins de lumière. C'est ce que j'ai compris grossièrement. S'il y a des vrais geeks, dites-moi tout ça dans les commentaires. Déjà, d'emblée, là, dis-moi un petit peu si tu partirais sur un A7 III ou un A7S III ou un A7R III et pourquoi, j'ai envie de savoir. Je pense que si tu t'orientes uniquement pour la photo, le A7R4 ou le A7R III va être excellent. Si tu veux faire de l'hybride entre photo et vidéo et tu es sur un budget, le A7 III va être parfait. Tu as une bonne lumière basse, tu as une bonne capacité en photo, tu as 20 millions de pixels. Par contre, si tu cherches à faire de la vidéo premièrement et en plus tu veux faire un petit peu par exemple des photos pour tout ce qui est réseaux sociaux ou alors tu veux faire des bonnes photos aussi mais tu ne comptes pas finalement les exposer sur des tableaux qui font la taille d'un mur entier, et ben le A7S III peut être excellent surtout si tu as besoin de ses capacités vidéo. En termes de vidéo, c'est un appareil très similaire à une caméra cinéma. Alors pourquoi? Parce qu'on peut shooter en 4K 10 bits à 24 images par seconde jusqu'à 120 images par seconde.
ce qui est incroyable. Donc on a un ralenti comme tu peux le voir qui est juste magique et tu peux même shooter en 1080 en 240 images par seconde et ce encore en 10 bits, ce qui est juste fou. 10 bits, si tu sais pas ce que ça veut dire simplement dire qu'il y a plus d'informations dans ton fichier, ce qui va être plus simple à retravailler après pour venir rattraper les couleurs, etc. Et tu as aussi la capacité d'avoir du S-Log, S-Log 2 et S-Log 3, qui est un type de profil qui enregistre les images de manière très neutre pour que ce soit à toi après de faire toute la colorimétrie. Alors personnellement, je ne l'utilise pas parce que c'est plus de travail après et je ne vois pas toujours l'intérêt dans mon travail. Si je devais faire quelque chose de très commercial avec plein d'appareils différents, eh ben, je shooterai probablement le plus plat possible, le plus neutre possible avec tous les appareils pour pouvoir les synchroniser un petit peu au niveau de la colorimétrie en post-production. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. La partie vidéo est vraiment impressionnante. La qualité d'image est assez folle comme tu peux le voir. Je me suis amusé à shooter de l'action, je me suis amusé à shooter la nuit et à chaque fois ça ressort très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'avantage d'avoir que 12 millions de pixels, c'est que tu vas pouvoir finalement prendre des photos avec une très haute vitesse et ton appareil, comme tu peux le voir, eh ben, il ne s'arrête jamais. Donc on est en train de prendre des fichiers en RAW pendant 2 minutes si il faut et ça n'est pas un problème. Alors pourquoi est-ce que ce serait un avantage? Uniquement si tu shootes du sport ou de l'action. Je dois dire que si tu fais des choses très posées, il n'y a pas énormément d'intérêt, mais c'est toujours quelque chose si tu fais de la photo animalière qui peut être un avantage. Alors 12 millions de pixels, ce que je dois dire, c'est qu'il faut que tu penses à tes photos un petit peu plus avant. Alors qu'est-ce que ça veut dire penser? Ça veut dire que tu dois être sûr que tu ne vas pas avoir besoin de venir recomposer ton image énormément, d'accord? Parce que tu vas vite perdre en qualité. Donc si tu es quelqu'un qui shoot très bien la première fois, et ben c'est parfait. Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec mes étudiants. Essaye autant que possible d'avoir les choses bien faites dans ton appareil, c'est-à-dire ton horizon bien droit, ne pas avoir besoin de retirer des éléments après dans ta photo. Parce que tout ce que tu peux faire dans ton appareil, ça va te permettre de gagner un petit peu en qualité et d'éviter de dégrader ton image quand tu fais tes retouches ou ton edit après. Donc voilà un petit peu pour l'histoire sur le A7S III. Personnellement, je l'ai attendu depuis des années. Ça fait vraiment longtemps que je l'attendais parce que je voulais un appareil qui puisse me permettre de filmer toutes mes aventures, comme tu as pu le voir autour du monde avec mon appareil photo. Et il m'en fallait donc une autre caméra, mais ils ont mis du temps à le sortir. Du coup, j'ai acheté un A7 III et aujourd'hui, je pense revendre mon A7 III pour acheter, enfin, j'ai déjà commandé en fait, le A7S III. Pourquoi? Parce que ça va être mon appareil pour la vidéo principalement. L'autofocus est incroyable. J'ai cette capacité à juste appuyer sur la tête de mon sujet et ça va suivre dans mon image. Donc c'est très pratique pour la personne qui me filme ou si je me filme moi-même. Et dernièrement, bien entendu, ce petit écran qui tourne est vraiment pratique. Non seulement pour la photo, mais aussi bien entendu pour la vidéo. Donc voilà, si tu es sur un budget, moi je dis A7 III, super appareil, c'est juste une bombe, beaucoup moins cher. Et si tu veux faire que de la photo, A7 III ou A7R4. Maintenant, dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas, get out there, go shoot, try something different, try something new. Abonne-toi et je te vois dans la prochaine. Ciao!